Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 52 minutes avec. Nous avons de quoi être fiers. Une des plus grandes spécialistes et chercheuse en météorites au monde est marocaine. Notre invité d'aujourd'hui est le professeur Hasna Chennaoui Dwejhan, géochimiste spécialiste des météorites, cratères d'impact et de planétologie, expert international, membre du comité de nomenclature des météorites de la Meteorical Society et secrétaire général pour la protection du patrimoine géologique du Maroc. Une chercheuse passionnée, curieuse, pointilleuse, infatigable, au regard vif et aiguisé. Il faut dire que le destin a voulu qu'elle jette son dévolu et qu'elle consacre sa vie à un sujet des plus passionnants, des plus intrigants, et ce depuis la nuit des temps. Les météorites, ces précieux témoins de l'histoire de notre système solaire, de notre vie. Ces éléments qui tombent du ciel ont de tout temps nourri les fantasmes des hommes et stimulé l'imaginaire collectif et qui n'hésitaient pas à leur prêter des origines parfois divines. Ce ne sont pas les mythes et les légendes autour des météorites qui manquent. Le poignard découvert en 1925 en Égypte dans le sarcophage du pharaon Toutankhamon aurait été forgé dans le métal d'une météorite. C'est ce qui a été confirmé en tout cas par des chercheurs italiens de l'école polytechnique de Milan. Une découverte qui vient s'ajouter à la longue liste d'objets forgés à l'aide de métal d'origine météoritique, dont une parure de perles découverte en 1911 dans un cimetière situé le long du Nil et daté de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Entre 10 et 20 000 tonnes de poussière extraterrestre viennent s'écraser sur Terre et le Maroc serait, d'après notre invité, un Eldorado pour les chercheurs dans le domaine puisqu'il est l'un des pays les plus riches au monde en météorites. Professeur Hasna Chennaoui a étudié et classé de nombreuses météorites marocaines, notamment les 9 dernières chutes, dont celle de Tissint, considérée par la communauté scientifique comme la 5e chute de météorites martiennes observées au monde. Hasna Chennaoui a reçu en 2021 le prix international Hypatia Award pour couronner ses travaux scientifiques en géologie et toujours en signe de reconnaissance pour son travail. Le nom de notre invité, Chennaoui, a été donné à un astéroïde en novembre 2017. Professeur Hasna Chennaoui, bonsoir et merci beaucoup de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation et pour cette magnifique introduction. C'est moi qui vous remercie. Alors, la première question, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a une météorite, ou un astéroïde en l'occurrence, qui porte son nom? C'est une grande fierté. Donc, alors c'est un astéroïde qui est situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et d'avoir un nom marocain dans le ciel, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance et, comme je disais, c'est une grande fierté pour moi, mais surtout pour mon pays aussi. Qui a décidé de donner le nom Chennaoui à cet astéroïde? Alors, les astéroïdes sont nommés peuvent être nommés par leur découvreur, et donc c'est un astrophysicien français qui a découvert cet astéroïde-là et qui, en reconnaissance à mes travaux, a proposé qu'il porte mon nom. Et encore une fois, troisième fois je le dis, c'est une fierté pour moi. Oui, j'imagine. Alors, avant de commencer de parler de votre parcours, du déclic, de ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce domaine passionnant et qui intrigue beaucoup de personnes, première question, c'est quoi une météorite? Parce que pour beaucoup, ça reste une énigme, un mystère. C'est quoi une météorite? C'est très simple. Une météorite, c'est une roche. Sauf que c'est une roche extraterrestre. Donc c'est une roche qui vient en dehors de la Terre. Et puis elles ont en fait 4 origines. La majeure partie viennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Quelques-unes viennent de la surface de Mars. Quelques-unes viennent de la surface de la Lune et quelques-unes viennent de comètes. Mais ce sont des roches. Oui, ce sont des roches. Et ces météorites, elles ont une grande importance. Que nous apportent-elles? Que nous apprennent-elles? Ce ne sont pas de simples cailloux ou roches, mais elles renferment en elles un grand savoir. C'est une mine d'informations. Alors, ce sont des roches qui ont, comme vous dites, qui sont une mine d'informations parce que tout ce que l'on sait
aujourd'hui sur l'origine du système solaire, l'origine de l'univers, l'origine de l'eau sur Terre, l'origine de la vie, de la matière organique, mais également les extinctions massives d'espèces. On connaît celle des dinosaures qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, mais il y a eu plusieurs extinctions d'espèces. Et donc, tous ces aspects-là, qui sont des aspects fondamentaux de connaissance, de savoir, par rapport à l'humain, mais par rapport à la vie et par rapport à la Terre, eh bien, toutes ces informations-là ont été collectées sur les travaux qui ont été faits sur les météorites pendant à peu près les 100 dernières années où cette science de planétologie s'est développée. Alors, il y a les chercheurs et les chasseurs de météorites. Vous êtes une scientifique, vous faites de la recherche, mais il vous arrive aussi de chasser les météorites. Petite, est-ce que vous aviez la tête déjà dans les étoiles? Quel genre de petite vie étiez-vous et dans quel milieu avez-vous grandi? Alors oui, donc petite, je ne savais même pas qu'il existait des météorites, j'avais aucune idée de ce que c'est que la géologie, etc. Donc dans quel milieu j'ai grandi? J'ai grandi dans un milieu, en fait, je dirais populaire marocain, et donc avec des parents. Quand j'étais petite, je ne m'en rendais pas compte, mais mes parents étaient un peu décalés par rapport à leur génération. Ma maman est une femme qui a fait des études, qui était autonome, qui a travaillé, qui avait sa voiture, qui conduisait, etc. Et mon papa était autodidacte. Et donc, on a grandi dans une famille qui est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et pas de grande différence entre l'éducation des filles et des garçons, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et de respect, et dans une famille qui respectait les choix. Oui, on voit ici des photos. Ça, c'est vous, petite? Alors ça, c'est moi, petite, avec ma maman et mon frère aîné, Saïd, et avec une dame qui est, Allah yarhamha, c'était Latifa Al-Qadi, que vous devez connaître. Voilà. Donc, c'était voilà. Et donc là, c'est mon papa, Allah yarhamou, ma maman, Allah ya'ta sihhatha, avec mon frère, ma sœur, moi-même, avec les nattes et mon plus jeune frère. Et là, c'était dans l'école que dirigeait ma maman. Donc, elle était directrice d'école. Elle était directrice d'école. C'était à Rabat ou à Casablanca? À Casablanca. À Casablanca. Alors, elle a suivi ma maman est originaire de Salé et elle a suivi mon père à Casablanca. Donc ça, elle a choisi son époux, elle l'a suivi. Donc c'est assez, je disais un peu décalé par rapport à la société marocaine. Oui, et c'est une chose, vous m'avez dit, très importante, et c'est que des années plus tard que vous vous êtes rendu compte que si vous avez fait le chemin que vous avez fait, c'est aussi grâce à cette éducation, à cette famille où il n'y avait pas de différence entre filles et garçons, alors que vous allez rencontrer d'autres femmes dans des mondes occidentaux, dits beaucoup plus émancipés, et puis qui vivent encore aujourd'hui ce problème que vous avez eu la chance de ne pas le vivre, en fait. Absolument. Donc, comme j'ai grandi dans cet environnement où déjà, avec une maman qui travaillait, qui était autonome financièrement, qui conduisait, etc., je ne me rendais pas compte, en fait, du problème de genre. Oui. Et donc, je m'en suis rendu compte relativement tard en participant à un programme international américain. Donc, où là, j'ai commencé à regarder différemment les choses et à les prendre un peu plus, à moins les occulter. Parce qu'il y a des problèmes qui sont réels et donc j'ai commencé à les regarder différemment. Parce que c'est votre carrière, votre domaine de recherche, il est très prenant. Et il n'est pas facile, il faut se déplacer, être absent de la maison, donc ce n'est pas évident. Alors, au collège, est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour les sciences de terre, la géologie, ou c'est venu un peu plus tard? Alors non. Au collège, en fait, j'ai toujours aimé les sciences et j'ai toujours aimé l'enseignement. J'ai toujours senti cette passion de transmettre. Et j'ai toujours été portée sur les sciences. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la littérature, mais je préfère les sciences. Alors là, ce sont des images, ça c'est les années de fac. Ça, c'est la fac. Voilà, où j'enseigne actuellement. Donc là, au centre, c'est Madame Raja Chafil qui est directrice du centre. C'est Ain Chouk. Voilà, c'est la faculté des sciences Casa Ain Chouk, l'université Hassan II. Et vous voyez, en fait, c'est le travail de terrain. Et là, il y a plusieurs années. Donc, mais après le bac, là, vous avez fait votre choix?
pour la biologie-géologie. J'ai fait le choix de biologie-géologie. J'aimais beaucoup la biologie. J'ai pas pu, je voulais faire la médecine, mais je ne supporte pas la vue du sang. Donc, donc je me suis dit, je vais faire la biologie parce que j'aime bien ça. Oui. Mais pendant en fait, les 2 premières années de fac, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont vraiment inspirée pour la géologie, qui m'ont fait voir la géologie différemment et qui me l'ont fait aimer. Ça, c'est à Paris. Ça, c'est les années de... Ça, c'est à Paris parce que vous allez partir à Paris pour poursuivre votre cursus pour une thèse de doctorat sur la géochimie des gaz rares à l'université Pierre et Marie Curie. Et qui, après, vous passerez à un doctorat d'État. Mais à ce moment-là, les choses commencent à devenir sérieuses sur les météorites. Pourquoi vous avez choisi à ce moment-là les météorites? Alors, j'ai fait ma thèse à Paris. Bon, là, c'était sur la géochimie des gaz rares. Là, c'est sur le volcan de l'Etna, oui, en Sicile, avec les étudiants de DEA à ce moment-là. Donc, j'ai soutenu ma thèse. Je suis rentrée au Maroc. Donc, j'ai eu mes enfants. Après, j'ai intégré la fac. Et j'ai voulu aller plus loin, continuer à faire de la recherche et préparer une thèse d'État. Et donc, naturellement, j'ai contacté mon professeur à Paris pour lui dire que je voulais en fait refaire de la recherche. Il m'a dit, évidemment, le laboratoire t'est ouvert quand tu veux. Maintenant, par contre, on a changé un petit peu d'orientation. On fait toujours de la géochimie, mais on travaille sur les météorites. Et tu as ta place là-dedans parce qu'il y a beaucoup de météorites qui commencent à venir du Maroc. Et là, c'était en 2000. Donc... Et j'ai commencé, je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas dans quoi je me lançais, mais ça a été le coup de foudre immédiat. Donc, exactement, donc ce n'était pas planifié, il n'y avait pas une fixette sur les météorites, c'est une passion que vous avez découverte sur le tas. Absolument, tout à fait, mais alors complètement par hasard. Donc, et merci bon Dieu de m'avoir fait rencontrer cet hasard-là parce que c'est un bonheur. C'est un monde merveilleux et passionnant. Avant de poursuivre la discussion, il y a une tradition dans cette émission qui veut qu'on demande à l'invité de ramener un objet et on va découvrir l'objet que professeur Hasna Chennaoui a décidé de ramener et de partager avec nous. L'objet. Quel est l'objet, professeur, que vous avez décidé de ramener aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené, c'est peut-être pas très original, mais mon sac à dos. Oui. Donc c'est mon compagnon. C'est mon compagnon sur le terrain, dans mes histoires, aussi bien sur le terrain, dans le désert, etc., que dans tous mes déplacements à l'étranger, pour les congrès, pour la recherche, pour les laboratoires, etc. Oui, donc déjà, c'est un objet fétiche, déjà? Oui, celui-là en particulier, je l'ai depuis longtemps parce qu'il a, la taille qu'il faut. Voilà, ni trop grand, ni trop petit. Ni trop grand, ni trop petit, pour pouvoir mettre mon ordinateur, mes documents, tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Oui. Donc, c'est quelque chose qui m'accompagne et qui est assez précieux. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, alors, là, en l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est... allez, on va... aujourd'hui, c'est ça. Je m'attendais à une météorite. Non, je ne vous ai pas amené de météorite. Vous avez, parce que c'était trop évident. Voilà, donc je ne voulais pas que ce soit quelque chose d'attendu. C'est un livre? Quel livre? C'est un livre que j'ai découvert, en fait, que j'avais découvert il y a longtemps, mais que j'ai redécouvert dernièrement. Légèreté de l'être, un chef-d'œuvre. L'insoutenable légèreté de l'être, un vrai chef-d'œuvre. Pourquoi ce livre vous a marqué plus que d'autres et vous avez choisi de le ramener comme objet? Alors, en fait, ça parle de choses de la vie et de la mort et de réalité et de philosophie de la vie. De philosophie de la vie qu'on peut lire différemment à différentes périodes de sa vie. On ne le lit pas de la même manière à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et c'est un regard sur les choses fondamentales, sur le bonheur, sur la mort, donc des questionnements profonds. Et donc, je l'ai relu dernièrement et je suis en train de le relire encore une fois parce que c'est en fait
la réflexion sur la légèreté et la pesanteur, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui compte dans la vie, qu'est-ce qui fait le bonheur dans la vie. Donc, oui. c'est tout ça. C'est un peu votre livre de chevet aussi. Oui. Est-ce que le fait de travailler sur les météorites, sur les galaxies, sur les étoiles, sur l'univers, nous apprend aussi l'humilité et à connaître notre véritable poids, je parle de l'espèce humaine sur cette planète ou sur cette vie, pas que cette planète, sur le système solaire ou les autres. Est-ce que ça apprend l'humilité aussi, la remise en question? Absolument, complètement. Alors d'abord, lorsque vous faites de la recherche scientifique de façon générale, plus vous répondez à vos questionnements et plus vous trouvez des réponses, plus vous vous en posez et plus vous vous rendez compte du degré d'ignorance. Ça, c'est la première chose et ça permet justement en fait, de se replacer et, dans différentes choses, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan intellectuel. Et alors la géologie, c'est quelque chose, c'est une science où le temps se compte en millions, en milliards d'années, donc ça permet de relativiser les choses. Et bien évidemment, le système solaire et l'univers, quand on va à des dimensions comme ça, on se rend compte du côté éphémère de l'humain. Oui. Et le côté éphémère de l'humain, ça nous oblige à avoir absolument une très grande humilité, oui. Parce que nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes vraiment, mais même pas des poussières d'étoiles. Des poussières d'étoiles, on dit. Voilà, même pas des poussières d'étoiles. Nous sommes moins que des poussières. Donc, vraiment, recadrer sur l'essentiel et replacer l'humain là où il est, et en tant qu'être humain physique et en tant qu'âme qui a de l'importance. Oui, et nous ne sommes pas les maîtres de la Terre ou les maîtres de cette planète. Absolument. Il y en a qui nous ont précédés, il y en aura d'autres qui vont venir après nous. Et avant de poursuivre votre retour au Maroc et le travail sur les météorites, parce que j'imagine que vous avez débarqué comme un ovni ici, je vais montrer une petite vidéo, parce que les météorites, elles peuvent être petites, comme celles qu'on découvre, mais elles peuvent être grandes, monstrueuses, comme celle qui s'est écrasée il y a 66 millions d'années. On va regarder un tout petit extrait de ce film fait par la chaîne Brut, qui est vulgarisable, qui parle de la disparition des dinosaures. Et puis vous allez nous le commenter, dire à quel point c'est vrai, à quel point c'est exagéré, à quel point c'est scientifiquement pointu ou pas. Très bien, avec plaisir. Professeur Chouinaoui, ne jamais sous-estimer une météorite. Tout à fait. Alors, ce petit documentaire est très très bien fait. Donc, effectivement, donc, la disparition des dinosaures, mais de 75% des espèces vivantes il y a 65 millions d'années, à peu près 66 millions d'années, a vraiment eu lieu suite à une chute d'un astéroïde de 10 km. C'est énorme, hein, 10 km. Oui. Donc, comme ça a été présenté, en fait, ça ne leur est pas tombé dessus, mais l'extinction
a été sur une longue période, puisque l'effet... L'onde de choc. L'onde de choc, mais l'un des effets les plus importants, c'est toute cette suie qui est remontée dans l'atmosphère, qui a bloqué la lumière donc, du Soleil. Donc plus de photosynthèse, plus de végétation, donc une extinction en fait due à la disparition, à la cassure de la chaîne alimentaire, donc plus d'alimentation, etc. Et donc, mais la vie a quand même repris le dessus. Et attention, les dinosaures étaient là depuis bien plus longtemps que ce que l'homme est sur Terre maintenant. Oui. Donc depuis 240 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années. Donc, alors que nous, en fait, on est là depuis ça fait un petit bout de temps qu'on est là, pas beaucoup. Pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas comparable, quoi. Oui, ça relativise beaucoup de choses. Alors bon, mais maintenant, en fait, en termes de probabilité, la probabilité justement, pour que voilà. C'est la question. Est-ce que il se peut qu'une météorite aussi monstrueuse s'écrase sur la Terre et tout est possible? Tout est possible. Bon, la probabilité zéro n'existe pas, mais n'empêche que, en termes de, en fait, les travaux de probabilité qui ont été faits pour qu'un impact de ce genre arrive, c'est à peu près tous les 100 millions d'années. Donc, il nous reste encore quelques millions d'années si on est encore là. Mais l'événement le plus exceptionnel que l'humain a vécu ces dernières années, c'était Tcheliabinsk en 2013, donc une chute de météorite en Russie qui a été vue par beaucoup de gens, qui a fait 1 millier de blessés, etc. Mais ça n'a pas tué de personne, donc oui. Voilà quoi. Alors, vous retournez au Maroc, votre doctorat d'État en poche. À l'époque, où en était l'étude des météorites ici ? Alors en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, à préparer ma thèse d'État, à faire de la recherche sur les météorites, j'ai introduit la science au Maroc. Oui. J'ai commencé à donner un cours pour mes étudiants. Il ne faut pas hésiter à dire que vous êtes une pionnière, en fait. Au Maroc, oui, on va dire oui. Oui, absolument. Oui. Donc, mais je ne. Alors, mon objectif, et c'est extrêmement important pour moi, c'est que il y ait cette diffusion et qu'il y ait en fait une relève et qu'il y ait un développement de ces sciences au Maroc par des Marocains, par des jeunes Marocains. Donc il y a eu un enseignement qui a été fait et qui continue d'être fait dans l'université marocaine, un cours de cosmochimie, la formation de doctorants. Et donc voilà, pour que cette science se développe, produise au Maroc, d'autant que nous avons une quantité impressionnante de météorites. Donc, Justement, vous dites que le Maroc est un paradis pour les chercheurs, surtout le sud du Maroc. Tout à fait. Quel genre de météorites trouve-t-on dans le sud du Maroc et au Maroc? Alors, on trouve tous les types de météorites, on les trouve au Maroc, dans le sud. Et les plus rares, les météorites les plus rares, viennent du Maroc. Ça, je le souligne en tant que chercheur. Donc, ces météorites qui sont rares, elles sont ramassées au Maroc et puis elles sont mises à la disposition des scientifiques du monde entier. Et ça participe à plus de 50% de la production scientifique internationale. Alors là, c'est des missions de terrain sur différentes choses avec des collègues marocains et étrangers. Là, c'est sur le seul cratère d'impact au Maroc qui est dans la région d'Imilchil, qui s'appelle Agoudel. Oui, voilà, on reviendra sur cette question importante de l'origine des météorites, de la propriété intellectuelle et du patrimoine, parce que c'est du patrimoine, parce que vous en faites une véritable bataille, c'est une cause, et puis vous faites un point d'honneur à donner des noms marocains de lieux, ce qui ne se faisait pas avant. Mais je voulais vous demander quelle a été la plus grande satisfaction de votre carrière depuis que vous faites du terrain et que vous êtes aussi une chercheuse, une chasseuse de météorites. Quelle a été la plus belle découverte? Voilà. Donc c'est ici. En fait, là, on est dans la région de l'Glab, à côté de Tata, Tissint. Donc ça, c'est la zone de chute de la météorite de Tissint, qui est une météorite martienne. C'est la 5e chute observée de météorites martiennes sur laquelle donc, nous avons travaillé. J'ai constitué un consortium de 20 chercheurs de 10 institutions prestigieuses dans le monde. Et nous avons travaillé ensemble sur cette météorite. Là, c'était pendant la période en fait, où on a fait la mission de terrain. Et ces travaux
nous ont permis de faire une publication dans un magazine. Pour nous, c'est le magazine le plus prestigieux, c'est dans Science. Oui. Donc, en tant que premier auteur, donc, sur cette météorite-là, pour moi, ce genre de travail qui sort d'une université marocaine, le premier auteur est affilié à une université marocaine, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, Tissint, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Mais après, toutes les météorites qui sont tombées au Maroc et auxquelles j'ai donné des noms marocains, là aujourd'hui, on en est à peu près à 17. C'est chacune quelque chose de fondamental. Là, c'est Qsar el-Goran. Oui. Donc, et dans mes missions de terrain, mon époux est toujours de la partie. Justement, alors moi justement, je m'interrogeais, vous avez des enfants, une vie de famille, vous êtes une femme, et au début et même maintenant, vous faisiez beaucoup de terrain. Comment vous arrivez à concilier votre vie de maman, d'épouse, et votre vie de chasseuse, d'aventurière, quoi, on a envie d'imaginer, oui. et de chercheuse, parce que c'est pas évident, parce qu'il faut sortir, se déplacer souvent, et que ça se programme pas la chute d'une météorite. Alors j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai un partenaire, et ça j'insiste, et je le dis à mes doctorants et mes doctorantes, j'ai un partenaire qui est un réel partenaire de vie. C'est-à-dire que donc je dois beaucoup à mon époux, qui a toujours été présent, en fait, parce que je vais sur le terrain énormément et je me suis beaucoup déplacée, je me déplace beaucoup à l'étranger. Quand les enfants étaient petits, quand j'ai commencé ma thèse d'État, le plus jeune des enfants, Anis, il n'avait même pas encore 1 an. Donc, et je partais et j'étais tranquille parce que je savais que papa était là, qu'il s'occupait des enfants. Et donc ça fait partie en fait, pour atteindre ces objectifs, il est important d'être épaulé et correctement épaulé, sans avoir à culpabiliser, d'abandonner. Il n'y a pas d'abandon. Et puis, quand on était à la maison, quand je suis chez moi, je m'occupe de mes enfants à 100%. Donc, il y a mon époux, il y a des dames avec nous qui sont des personnes extraordinaires auxquelles on doit beaucoup, donc qui nous accompagnent. Oui. Mais quand on est là, on s'occupe des enfants et c'est beaucoup de satisfaction et beaucoup d'amour. On n'est pas là pour parler ni de féminisme, ni de genre. D'ailleurs, vous, ce sont des sujets sur lesquels vous n'aimez pas vous étendre parce que vous-même, vous considérez que c'est pareil même quand vous êtes avec vos étudiants. Mais ce serait quand même une bonne chose que les hommes marocains laissent ou aident ou fassent leur rôle, jouent leur rôle pour que les Marocaines aillent au bout de leurs rêves et de leur carrière et de leur passion, surtout dans des métiers difficiles. Il ne faut pas que ce soit toujours la femme qui se sacrifie pour que l'homme concrétise et se concrétise. Oui, absolument. Et se réalise. Ah ben, tout à fait. Donc, en fait, il est fondamental que les maris ou les partenaires donc, réalisent que c'est important que leur épouse puisse s'accomplir. Parce que l'accomplissement dans un couple, quel qu'il soit, l'accomplissement de l'un et de l'autre font le bonheur. Parce qu'autrement, il y a des frustrations et les frustrations font que les enfants sont mal éduqués, font qu'on ne vit pas heureux. Oui. Et donc, c'est important. Alors, il y a une chose très, très importante parce qu'il y a les chasseurs de météorites là, qui font ça, parce que c'est une source de revenus pour plusieurs personnes, plusieurs familles, surtout dans le Sud, qui vivent de ça. Mais c'est mal encadré, parce qu'il n'y a pas que les Marocains, il y a aussi des étrangers, et qui sont en quête de ces pierres extraterrestres. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours où vont ces météorites. Ce sont des météorites qui peuvent être étudiées, qui peuvent avoir une grande valeur scientifique. Y a-t-il un vide juridique aujourd'hui en ce qui concerne l'étude des météorites au Maroc ?
Alors en fait, il est vrai que nous avons un pays qui est l'un des plus riches au monde en termes de météorites, mais pas que de météorites. Vous avez dit tout à l'heure, en fait, le Maroc, c'est le paradis des géologues. Nous avons un patrimoine géologique très très riche, et malheureusement, il y avait un vide juridique. Aujourd'hui, nous avons en fait alors, il y a la loi sur les mines qui a un article qui parle du patrimoine géologique. Oui. Cet article, il y a eu un décret d'application qui a été voté et mis en application en février 2020 et qui réglemente, en fait, qui donne la possibilité de façon très claire aux gens qui veulent ramasser des météorites d'avoir une autorisation. Les gens qui veulent exporter, ça peut être fait de façon légale. Il suffit de s'adresser au ministère de l'Énergie, en fait, l'ancien ministère de l'Énergie et des Mines, donc à la direction de la géologie, mais dire où les roches ont été ramassées, dire ce que c'est comme type de roche, laisser une partie au Maroc. Et si l'État estime que c'est un objet important, il peut le racheter. Mais ces objets, si ces personnes ne passent pas tout ce temps pour les chercher, ils ne vont pas être trouvés. Et ils contribuent à la recherche. Et ils permettent de faire vivre beaucoup de gens. Donc idéalement, ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on puisse avoir plusieurs musées au Maroc qui peuvent racheter ces objets eux-mêmes, pour qu'on puisse les garder, les montrer. Ça, c'est le combat de votre vie, c'est votre rêve le plus cher, avoir un Absolument. musée. Moi, j'ai un chiffre ici, qu'en quoi il y aurait 14 000 restes d'astéroïdes ont été découverts au Maroc, et 25 chutes ont été historiquement documentées, mais la plupart de ces roches spatiales ont été exportées et vendues à des collectionneurs privés. Et d'autres n'ont pas été bien documentés scientifiquement en l'absence de législation. Et il y aurait eu même un fragment de Lune découvert au Maroc en 2007 qui a été vendu pour quelque chose comme 189 000 $ à la maison de vente Christie's. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, absolument pas, c'est pas normal. Mais justement, et c'est pour ça que donc, depuis, je dis maintenant bientôt 20 ans, on milite pour pouvoir réglementer. Mais réglementer, il faut être très vigilant. Réglementer ne veut pas dire interdire. Réglementer veut vraiment dire réglementer pour que tout le monde y soit gagnant. Et surtout, en premier lieu, que le Maroc soit gagnant. Il y a un décret en février 2021 qui comprend un article réglementant la collecte, la vente et l'exportation de ces météorites. C'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Notre vœu, c'était d'avoir une loi dédiée au patrimoine géologique, une loi complète dédiée au patrimoine géologique. Nous y avons travaillé avec la direction de la géologie pendant longtemps, et puis nous attendons toujours que cette loi puisse voir le jour, parce que elle pourrait être plus globale que ce décret. Le décret est relativement limité. Nous en étions extrêmement heureux parce que ça a permis au moins d'avoir quelque chose de concret. Donc il est réel, il est là, il réglemente, mais ce serait bien d'avoir une loi globale. Avant de poursuivre, on va s'arrêter à une deuxième rubrique, celle du triptyque, où on vous a demandé de choisir 3 photos et on va découvrir les photos que professeur Hasna Chennaoui a choisi. Triptyque. La première photo, professeur, que vous avez choisie est celle-ci. Pourquoi? On voit feu Mohamed V avec des jeunes filles. Oui, alors ça c'est une photo qui m'est très chère et qui m'a accompagnée dans mon enfance, ma jeunesse. Parce que la dame qu'on voit à droite de feu Mohamed V, qui le regarde avec admiration, c'est ma maman. Donc, elle faisait partie des premières femmes à avoir étudié au Maroc et qui étaient vraiment, ces femmes-là étaient encadrées par feu Mohamed V. Et ma maman nous racontait comment elles étaient là, c'est au Palais Royal de Rabat, comment elles étaient accueillies, mais vraiment, Mohamed V, c'était un peu leur papa. Et donc, une génération de femmes, vous voyez, la plupart
donc habillée à l'occidental, oui. et épanouie, heureuse. Issues de milieux moyens. Absolument. C'était pas des filles de riches. Du tout. Notables. Pas du tout. C'est des jeunes femmes de Rabat et qui ont par la suite fait de l'enseignement, etc. Pour moi, ça, c'est le Maroc, c'est l'épanouissement des femmes marocaines. C'est notre monarchie qui fait énormément pour la femme, pour le Maroc, pour les Marocains. Oui. C'est le peuple, c'est beaucoup de messages oui. Qui ont nourri mon enfance et ma jeunesse. Les femmes qui étaient choisies, les jeunes filles, est-ce que c'était parmi les plus brillantes? Alors, c'était des femmes qui voulaient étudier et dont les parents acceptaient qu'elles puissent étudier. Mais justement, être parrainée par Sa Majesté, je pense oui. que c'est quand même... oui. À l'oreillette, il y a le réalisateur qui vient de me dire que cette photo l'a renvoyée directement à la photo de Sa Majesté Mohammed VI avec les mamans des footballeurs de l'équipe nationale. Wow. C'est notre génération, là c'était les mamans, là c'est les futures mamans. Mais c'est le même état d'esprit, d'encourager la femme, de la valoriser. Absolument, absolument. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est beaucoup de messages. Là, ça me donne la chair de poule parce qu'effectivement, c'est énormément de messages positifs par rapport, en fait, à la femme marocaine et par rapport à la femme marocaine, mademoiselle, madame, tout le monde. Qui, par ses réalisations, par son travail, peut briller, peut apporter à son pays et être reconnue par son pays. Donc, pour moi, cette photo, elle est très forte. Et alors, le parallèle que vous faites là, c'est le réalisateur me donne la chair de poule, voilà. qui me l'a dit, qui me l'a soufflé à l'oreille, mais j'ai trouvé ça parce que c'était les mamans. Oui. Là, ce sont les jeunes filles qui vont être les futures mamans ou grand-mères. Et effectivement, ça se transmet. Donc, voilà. C'est une tradition qui se transmet, un état d'esprit et une culture et des valeurs qui se transmettent. Valeurs, La deuxième photo que vous avez choisie, professeur Hassana Chenaoui, c'est celle-là. Alors ça, c'est le Qsard Ait Ben Heddo, dans le sud du Maroc. Pour moi, c'est notre histoire, notre patrimoine. Cet endroit a une valeur particulière parce qu'il est développé ces dernières années par des personnes qui me sont très chères, donc des amis qui travaillent dans une ONG qui s'appelle We Speak Citizen. Et cet espace-là, il a une histoire, il a une âme, c'est notre passé. Nous avons un passé ancestral au Maroc qui est très riche, qui est basé aussi bien architecturalement que sur l'oralité, que sur les bijoux, que sur... Donc c'est une richesse de patrimoine matériel et immatériel. Oui. Et pour moi, cet endroit rassemble tout ça. Et il y a les valeurs donc, qui sont portées par cette ONG qui est We Speak Citizen, qui remettent en avant toute cette richesse patrimoniale de notre pays. Vous militez beaucoup pour la sauvegarde du patrimoine et pas que les météorites, mais tous les patrimoines. Absolument. La troisième photo que vous avez choisie, un désert. Quel désert? Alors bon, ça c'est en fait mission de terrain. Et le Sahara du Maroc, qui est exceptionnel parce qu'on a beaucoup de chance, c'est des zones où on peut faire du terrain tranquillement, où on n'est pas dérangé. Et donc là, c'est une zone qui est à côté d'un endroit qui s'appelle l'Arb Tsbeita, dans lequel a été trouvée une météorite martienne très très rare. Et quand on est là-dedans, moi, mon plus grand bonheur, c'est de me retrouver en mission de terrain dans des zones comme ça, où je fais ma recherche, où on est déconnecté de tout. Déconnecté de tout, où on voit la voûte céleste autour de nous. Oui, c'est là où on voit la voûte parce que moi je l'ai expérimenté. On sait pourquoi on l'appelle la voûte parce qu'on a l'impression qu'elle est en forme de bol et c'est là où il y a le plus grand nombre. C'est là où on voit les étoiles aussi. Les nuits sont magnifiques. Absolument. Nous avons le bonheur, la chance d'avoir un ciel étoilé exceptionnel au Maroc. Et donc quand on est dans ces endroits-là, justement, on profite du ciel, on profite du désert, on profite
de rapports humains Oui. avec des personnes qu'on rencontre, etc. Et en général, je fais ces missions de terrain avec mon époux. Donc nous sommes extrêmement occupés l'un et l'autre, mais ça nous permet de nous retrouver et de passer beaucoup de temps ensemble. Vos enfants ont grandi, ils font leur vie maintenant. Oui. Est-ce que ça vous a permis de faire beaucoup plus de terrain? Peut-être que vous avez dû ralentir le rythme à un certain moment et que maintenant, avec votre époux, vous pouvez un petit peu sillonner le désert marocain. Vous en faites plus qu'à un certain moment? Alors, pas vraiment, parce que là, nous sommes pris avec l'Expo Musée, donc Oui. peut-être qu'on en parlera. Donc, mais en effet, oui, si besoin est, de toute façon, la question ne s'est jamais posée. On s'est toujours débrouillé pour quand il le faut. Trouver le moyen d'y aller. Donc, on m'appelle à des heures incroyables, mais bon, s'y aller, on ramasse tout et on y va. On va parler de l'Expo Musée, après on parlera aussi de la Fondation At-Tahrir, qui est très importante. L'Expo Musée, il y a eu la première et puis il y a eu la deuxième. Oui. J'espère qu'on va voir des images. Quel est le concept de cette Expo Musée? Alors, l'Expo Musée, les météorites messagères du ciel, c'est un concept d'un espace dans lequel on montre le patrimoine géologique du Maroc extraordinaire, parce qu'on voit des météorites. Pratiquement toutes les chutes marocaines, on en a des représentants. On a aussi des fossiles marocains. Maintenant, c'est plus riche parce qu'on a des dinosaures, du bois fossile, des crinoïdes, etc. L'exploration spatiale. On a aussi un espace qui est dédié à l'apport des astronomes, en fait des scientifiques musulmans en astronomie. Nous avons aussi mis en place un planétarium. Donc, et le concept, c'est que c'est dans un mall commercial. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on amène la science et le savoir chez les gens, à un endroit où on ne s'y attend pas. Et donc, c'est en fait, bon, comme nous, notre rêve, c'est d'avoir un centre de recherche et d'exposition permanent. Donc, on a eu cette opportunité de pouvoir avoir un espace d'abord à Anfa Place, maintenant c'est à Marina. Donc, à Anfa Place, on a pu avoir un espace pendant une année qui a accueilli plus de 15 000 visiteurs. Donc, c'est avec plus d'1 millier d'écoliers de l'Académie de Casablanca, plus d'une centaine d'écoles privées. Donc, alors, c'est vraiment le partage du savoir. Et ça fait partie des objectifs de la Fondation At-Tahrir. C'est le partage du savoir avec les enfants, avec les adultes, avec les touristes, avec le grand public. La fierté, nous voulons que les Marocains soient fiers de leur patrimoine. Donc, est-ce que les enfants s'intéressent beaucoup plus, parce que les enfants, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est science-fiction, à tout ce qui est météorite, ça c'est la Fondation. Oui, ça c'est... Bon. Et est-ce que pendant cette expo, est-ce qu'il y a plus de questions de la part des enfants que des adultes? Parce que j'ai vu que vous avez sauté le pas et que vous avez écrit une histoire, une bande dessinée, enfin une BD illustrée, sur une météorite. Moi, Tamdart, la météorite. Oui, alors ça... C'est quoi l'histoire de cette BD? Ça m'a encouragée. En fait, l'Expo Musée m'a encouragée à prendre mon stylo et à rédiger un conte illustré. Donc, ça, voilà. c'est l'Expo? Ça, c'est l'Expo Musée. Ça, c'est l'Expo Musée, voilà. Donc, à rédiger une histoire. Alors, Tamdart, c'est une météorite qui est tombée en décembre 2008 dans le sud du Maroc, justement, à quelques kilomètres du Qsar d'Aït Ben Haddo. Oui. C'est une grosse chute. Et donc, j'ai eu envie de raconter. C'est la météorite qui se raconte. D'où elle vient, pourquoi elle a choisi le Maroc, comment on l'a étudiée, comment elle a eu sa nomenclature, etc. Et c'est écrit de façon très simple et c'est illustré par un jeune bédéiste marocain, donc qui est originaire de Ouarzazate, donc ça lui parle. C'est un jeune qui s'appelle Driss Ouamro. Et c'est une façon de transmettre. C'est pour enfants et adultes. C'est une façon de transmettre le savoir, mais de façon ludique,
avec une petite histoire qui a un fil conducteur. Oui. Et donc, c'est l'Expo Musée qui m'a encouragée à rédiger ça. C'est ludique et didactique. Vous comptez récidiver? Inch'Allah, Inch'Allah. J'ai un programme, il faut juste trouver le temps. Donc là, en fait, c'est le deuxième, c'est l'Expo Musée qui est à Marina actuellement, donc qui est plus grande. Vous voyez Donc il est toujours là, les installations sont toujours là. Oui, donc les gens peuvent toujours y aller et visiter. Absolument, et nous les invitons à venir visiter parce que... À la Marina de Casa? Tout à fait, donc c'est à Marina Shopping et c'est ouvert, à part le lundi où nous fermons. Mais vous voyez qu'il y a une maquette du système solaire, on voit la maquette de Discovery. Derrière, il y a les météorites, il y a un mur pour expliquer justement ce dont on parlait tout à l'heure, de la vie sur Terre, etc. Et donc c'est riche. Et il y a le planétarium. Et donc ça, on en est très fiers. Voilà, donc, Après, vous avez créé la fondation At-Tariq en 2000. Il ne me reste pas beaucoup de temps, en 2019. Oui. C'était pareil, c'était pour entreprendre plus d'actions. Alors, At-Tariq a été créé en 2019 pour que nous puissions avoir plus de liberté d'action et intégrer plus de personnes qui sont en dehors de l'académique, du milieu académique, parce que la diffusion du savoir, je l'ai toujours faite depuis que j'ai commencé à travailler sur les météorites avec les doctorants et tout ça. Mais avoir un cadre ouvert qui permet d'aller plus vers des personnes qui ne sont pas dans le milieu académique, c'est ce qui nous a poussé à créer la fondation At-Tariq. Et donc on en est très content parce que voilà, donc on... Alors, les doctorants. Vous êtes reconnu au niveau national, régional et mondial. Et vous avez été primé à plusieurs reprises. Et parmi les derniers prix, c'est un prix qui vous a été décerné. On va voir la photo par les Italiens. C'est un prix d'une grande valeur. Ça fait toujours plaisir d'avoir un prix, une reconnaissance. Absolument. Donc ça, c'est Hypatia. En fait, c'est un prix qui est décerné aux personnes qui ont impacté par leur science ou par leur recherche, mais qui impactent le public. Et donc, ça a beaucoup d'importance pour moi parce que justement, le savoir, on le fait. C'est notre fonction. Moi, je suis enseignant-chercheur. Je me dois de faire de la recherche, je me dois de faire des publications. Mais de porter ce savoir en dehors de l'université et de le partager et d'en faire un vecteur pour l'amour des sciences et pour le développement des sciences. Il y a le projet qui vous tient à cœur, celui du musée. En France, par exemple, il y a aussi des mécanismes qu'ils ont mis en place comme Vigiciel ou Fripon, qui sont très importants. Vigiciel, c'est des citoyens lambda qui surveillent, et puis Fripon, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dupliquer ce genre d'initiative chez nous? Donc, nous avons un réseau marocain qui s'appelle MOFID, Moroccan Observatory for Fireable Detections, qui est adossé à la fondation At-Tariq. Donc, nous avons des caméras en partenariat avec une université australienne. Nous avons des caméras qui scrutent le ciel. Nous n'avons pas le projet Fripon, donc c'est une centaine de caméras qui couvrent tout le sol français, avec une participation collaborative des personnes. Donc ça, c'est MOFID. Voilà, c'est le réseau MOFID. Donc à Aïs Ben Haddo, à Ozoud, à Goudel, et donc Lukaïmden, et à l'université de Khawaïn Ifren. Donc nous avons ce réseau-là. Nous aimerions le développer davantage. Nous avons des petits problèmes techniques, des petits problèmes, et nous avons besoin d'avoir plus de soutien pour développer ça. Mais ça existe. Nous avons la compétence, le savoir-faire, le savoir pour faire ce genre de choses au Maroc. Et cette compétence, il faut simplement qu'elle puisse être un peu plus soutenue. Vous avez besoin de moyens. Pour quand ce musée, est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce qu'il est concrétisable? Est-ce que vous avez eu des promesses pour un musée? Alors, on y travaille. On y travaille, mais voilà. Donc, se concrétiser. Alors, une spécialiste chercheuse en météorites, géochimiste,
a aussi d'autres passions. Vous êtes mélomane. Et pour le chef-d'œuvre, vous avez choisi une chanson, et pas n'importe laquelle. On va découvrir la chanson que le professeur Hassan Chennaoui a choisi de partager avec nous. Chef-d'œuvre. Pourquoi cette chanson d'Oum Kalsoum, Houloum? Alors, j'adore Kalthoum, j'adore Mohamed Abdel Wahab. Donc, ça fait partie des choses qui ont baigné aussi mon enfance et ma jeunesse. Très jeune, je ne saurais pas vous dire comment j'ai appris les chansons Kalthoum ou d'Abdel Wahab, mais très jeune, j'ai appris ces chansons. Et donc, toutes les chansons Kalthoum ont une grande valeur pour moi. Et celle-là en particulier, Houloum, parce que alors, les paroles, la musique, la façon de l'interprétation, c'est majestueux. Ça fait rêver, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien et ça nourrit de l'intérieur. Et vous n'êtes pas tout le temps dans les planétariums ou bien dans les chiffres et les trajectoires. Vous faites partie aussi, ça c'est votre côté du choral. Et c'est là où vous vous ressourcez. Absolument. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir un groupe d'amis avec lequel on se réunit chaque semaine et donc où on prend 2 heures pour nous et où on fait une chorale, où on chante Kalthoum, Abdel Wahab, Warda, etc. Et c'est vraiment, c'est des moments qui ressourcent absolument, absolument. Merci beaucoup, professeur Hassan Chennaoui, d'avoir été avec nous, d'avoir passé avec nous ce moment et nous avoir raconté votre vie et partagé avec nous votre passion. Et j'espère que dorénavant, les jeunes générations s'intéresseront beaucoup plus aux météorites, à la science de façon générale, à l'univers et à ses mystères. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment pour votre écoute généreuse et puis pour votre invitation. C'était un bonheur pour moi de partager réciproque, madame. Merci. 52 minutes. Merci, professeur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV et à la semaine prochaine.